Ok, alors on va utiliser maintenant le réglage passe haut pour faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire il va servir à lisser. Alors pour lisser, il existe deux grandes techniques. La séparation de fréquences, qui va plutôt être utilisée pour faire de la retouche de portrait pour des premières pages de magazine. Vraiment des photos importantes, on va y passer 2-3 heures. Ou autre chose, hein, des portraits vraiment importants. Mais sinon, il y a la technique du passe haut qui donne presque le même résultat, plus rapidement. Le passe haut inversé. Alors, on va aller chercher une image. Vous pouvez prendre une image à vous si vous voulez, si vous avez des portraits. Sinon, on va aller chercher un portrait couleur de bonne qualité. Voilà. Par exemple, je tape portrait public domaine entre guillemets et je demande des images supérieures à 6 mégapixels. Et voilà, je vais faire ça sur ce monsieur qui a l'air bien sympathique. Ce sont des portraits officiels. Voilà. Donc lissage de peau, ouais. Sur le front, là, oui. Bon, typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait plutôt sur des portraits féminins, mais pourquoi pas? C'est juste pour voir techniquement comment ça fonctionne. Donc, je vais le mettre dans un dossier que je vais appeler lissage. Bon, il y a une dominante, clairement. On va la neutraliser avec la pipette grise du réglage des courbes. Bon, je peux travailler avec un calque de réglage, mais je peux aussi le faire directement sur les pixels du calque en allant dans Image, réglage, courbe. Image, réglage, courbe. Et là, vous avez les pipettes et vous avez une pipette grise. Vous allez dire, elles sont toutes les trois grises, mais c'est le contenu qui est gris. C'est ça qui m'intéresse. Bien. La pipette grise sert à neutraliser. Donc normalement, on s'en sert sur les images couleurs. On clique sur la partie qui est censée être grise, la partie qui était grise dans la réalité, et ça modifie l'image, ça neutralise les dominantes. Quand vous double-cliquez sur elle, vous voyez qu'on est à du gris 50% de luminosité. Ça peut se modifier, mais on ne va pas le faire ici. On va laisser tel quel, gris 50%. Et donc avec cette pipette, vous allez cliquer sur le veston qui est censé être gris, et en effet, quand on clique sur lui, il devient plus neutre. Il y a de la coloration qui s'en va. Mais ça ne marche quand même pas pour le visage, il reste quand même fort coloré. Donc je vais tenter d'aller cliquer à un endroit qui est vraiment gris. Est-ce que les lunettes sont censées être grises? À mon avis, non, elles sont dorées. Quand on clique sur elles, ouais, on obtient quelque chose comme ça. C'est pas mal. Je sais pas, vous avez essayé? Vous avez cliqué en zoomant là avec la pipette. Vous cliquez sur les lunettes. Alors on est en échantillon ponctuel, c'est réglé là au-dessus. Ça veut dire que c'est un seul pixel, celui sur lequel je clique, qui est pris en compte. Dans les photos, en général, on passe en moyenne 3 par 3 ou 5 par 5 pour prélever la couleur moyenne de 9 pixels ou de 25. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça, en fonction de l'endroit où j'ai cliqué, ça transforme ça en gris. Ça remonte pour ça certaines courbes et ça en baisse d'autres.
Donc là, la courbe rouge, il y a moins de lumière rouge. Il y a plus de lumière bleue. Le vert n'a pas changé, on le voit, il est là. La courbe verte est toujours calée là. Comment vous avez fait pour modifier juste cette courbe-là? Ça s'est fait tout seul là, avec la pipette noire et la blanche? Non, 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 surtout pas avec la noire et la blanche. Ici, c'est la grise. Je neutralise les gris. C'est-à-dire qu'avec cette pipette-là, je clique à un endroit de l'image que je suppose être gris dans la réalité. Et ça le rend gris. Et ça doit améliorer tout le reste. Okay. Je peux essayer sur le fond derrière, là. Ouf. Et elle a le visage rose. Alors, peut-être que moyenne 5 par 5 pour cette image, c'est un peu trop. Je vais essayer moyenne 3 par 3. En tout cas, voilà, souvenez-vous que pour les photos, la pipette, on l'utilise pas en échantillon ponctuel parce qu'il y a du grain et évidemment, d'un pixel à l'autre, ça peut changer beaucoup la couleur. Donc ça n'a pas de sens de tenir compte d'un seul pixel. Ok. Alors, souvent, la vérité se situe entre les deux. Entre la version ici avec dominante et la version corrigée, il y a peut-être une version meilleure qui est le mélange des deux. Après avoir fait un réglage sur des pixels comme ça, vous avez dans le menu édition, vous avez l'option atténuer. Ça vous montrera toujours atténuer la dernière chose qui a été faite. Et ça vous montre un curseur. 0% c'est la version avant réglage, 100% c'est la version après réglage. Entre les deux, c'est un mélange entre les deux. Donc allez-y, positionnez le curseur peut-être de manière à obtenir quelque chose qui a l'air naturel. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours facile d'obtenir le bon réglage, mais vous avez la possibilité de remélanger une version que vous avez améliorée mais qui n'est pas encore terrible, vous la remélangez avec la version originale. Édition atténuée. Ok. Bien, je vais enregistrer ça au format Photoshop. Et finalement, le veston est devenu bleu. Ce qui était sans doute sa vraie couleur. Atténuer, vous le faites à partir de... j'y ai pas accès en fait. Tu as utilisé un calque de réglage. D'accord. Si tu as utilisé un calque de réglage, c'est une autre méthode. Parce que moi, j'ai été dans Images, Réglages, Courbe, et j'ai donc attaqué directement les pixels. Maintenant, si tu utilises un calque de réglage, le principe est le même. Voilà un calque de réglage. Je prends la pipette grise, je clique à un endroit où je veux neutraliser. Comme ça, c'est pas mal. Oui. Hein. Voilà. Donc, je clique à un endroit où je veux neutraliser. Voilà. Et puis, je vais mélanger la version originale avec la version retouchée en bougeant le curseur opacité du calque de réglage. Ouais, c'est l'autre méthode. Le édition et atténuer, c'est pour le pensionné et les photos de famille, c'est ça? Non, c'est une ancienne méthode qui peut marcher, mais qui est destructive. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Voilà. Et alors, ce que vous avez intérêt à faire, c'est régulièrement, c'est vraiment un conseil que je vous donne, quel que soit le travail que vous faites dans Photoshop ou dans d'autres logiciels, vous enregistrez sous un nom différent, en ajoutant un incrément, par exemple. 02. Vous voyez? À la fin du nom, -02. Vous avez intérêt à régulièrement faire ça, enregistrer sous un nom différent, parce que à un certain moment, vous allez trop loin dans la retouche, et la version d'avant était mieux.
Et si vous n'avez pas gardé la version d'avant, c'est foutu. Mais il y a l'historique, non? Il y a l'historique, si on n'a pas fermé l'image, il existe, mais dès qu'on ferme l'image, il disparaît l'historique. Hein. Et il ne s'enregistre pas avec l'image. Ah oui. Si tu l'enregistres en JPG. Non, si tu enregistres une image et que tu fermes le fichier de Photoshop, la fois suivante, quand tu réouvres l'image, l'historique n'existe plus. Ah oui, ça ne s'enregistre pas dans l'image. C'est temporaire. Donc, il y a intérêt à multiplier les versions, quitte à la fin à en supprimer quelques-unes avant d'archiver. Si vous avez 36 versions d'une image qui fait chaque fois 200 mégas, évidemment, ça prend de la place. Vous n'allez pas gâcher de l'espace de stockage, d'archivage pour ça. Vous allez peut-être supprimer 15 versions, ne garder que les 5 dernières, ou je ne sais pas, bon, voilà. Parce que Photoshop, il n'a pas les autosave. Alors, il y a une sauvegarde automatique dans Photoshop 2015, mais il n'empêche que la technique que je vous propose est quand même bonne. Ouais. Vous avez des fichiers séparés sur le disque dur, vraiment c'est bien. Oui, parce que quand je dis on se rend compte qu'on a fait une erreur au niveau créatif, et c'est peut-être 2-3 jours après qu'on se rend compte. Hein. Ou une semaine après, parce qu'on a pris du recul. Sinon, oui, il y a normalement, je pense, la sauvegarde automatique. En tout cas, elle a été ajoutée... En vidéo, tu travailles toujours avec l'autosave parce que c'est plus lourd et parfois ça plante. Ça bug. Bon. Voilà. Dans la version CC 2015, en effet, dans les préférences gestion des fichiers, enregistrer automatiquement les données de récupération. Chaque. Voilà. C'est là. Donc ça, c'est nouveau. C'est rendu possible avec le développement des disques durs, qui sont plus gros, et le SSD, qui est plus rapide quand même. Ça, c'est quand même très conseillé. Moi, j'étais pas très chaud au départ pour le SSD, parce qu'on m'avait dit que ça fragmente vite, que ça... Mais non, c'est très bien. Là, j'ai un SSD de 1 TB et je dois dire que je ne voudrais pas revenir aux anciens disques durs. Enfin, j'en ai plein des anciens, mais ils servent pour le stockage. Je les connecte à l'ordinateur et bien sûr, pour le stockage, les anciens disques durs mécaniques, c'est toujours bien, c'est pas cher. On va acheter ça dans un magasin d'électronique. On a 80 €, 3 TB, enfin, ce genre de choses. C'est sûr. Mais pour travailler, un disque dur rapide... un solid state, c'est bien. Ok, alors je vais aplatir l'image, calque, aplatir l'image, parce que je vais faire un lissage sur le portrait ici, sur le calque. Donc menu calque, aplatir l'image, le calque de réglage, le dernier là, a été intégré. Je convertis en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je duplique le calque. Et en fait, si je veux faire du lissage, il faut que le contenu de l'objet dynamique soit en négatif. Et pour faire ça, je vais entrer dans l'objet dynamique en double-cliquant sur lui. Alors si ça va trop vite, si je commence à accélérer, dites-le. Hein. J'ai parfois tendance à m'exciter et à accélérer. Donc, on a aplati l'image par menu calque en haut de l'écran, aplatir l'image. Le calque de réglage que j'avais fait a disparu, il a été intégré. J'ai converti en objet dynamique, j'ai dupliqué, et là je vais entrer dans l'objet dynamique ici, en double-cliquant sur sa vignette à cet endroit-ci. Et là, Photoshop vous met un message incompréhensible. Vous cliquez sur OK. Et ce que vous voyez là, c'est le contenu de l'objet dynamique. Si je passe en mode multi-fenêtre, avec la touche F, j'ai
Donc j'ai à gauche le travail en cours avec les deux calques et j'ai à droite le contenu de l'objet dynamique, un PSB, format PSB, le nouveau format Photoshop, le PSB. Et voilà, ça c'est le contenu du calque du dessus de l'image de gauche. Et je vais faire un négatif sur lui. Image, réglage, négatif. Voilà. Sur le contenu de l'objet dynamique, image, réglage, négatif. Et je vais réintégrer le contenu de l'objet dynamique, le réintégrer dans l'image de gauche en faisant fichier enregistré. Vous ne connaissez pas les objets dynamiques? Si, hein? C'est une révolution. Depuis CS4, ça permet maintenant de mettre dans un calque plein d'autres calques. Ça permet de faire des trucages complexes en gardant une palette des calques d'une complexité acceptable, puisque ça ne montre que des conteneurs qui contiennent plein d'autres calques. Alors, fichier enregistré, pas enregistré sous, c'est fichier enregistré, et ça va réintégrer le contenu de l'objet dynamique dans le travail d'à côté, là, voilà. OK. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on aurait dû dupliquer l'objet dynamique différemment. Ben oui, c'est pas grave. Enfin, si, c'est ennuyeux. Non, mais c'est ennuyeux. Bon, alors ce qui se passe, c'est que quand on duplique un objet dynamique, notre objet dynamique du bas, on l'a dupliqué en l'amenant sur le bloc de feuilles. C'est une instance, elle n'est pas indépendante. Et voilà pourquoi ça a modifié dans les deux. Bon, c'est pas grave. Vous allez faire ceci. Sur le contenu de l'objet dynamique ici à droite, vous faites à nouveau un négatif, image, réglage, négatif, et vous faites fichier enregistré. Vous pouvez la fermer après. Voilà. Vous jetez le calque du dessus, et on va dupliquer l'objet dynamique ici de manière à faire un objet dynamique indépendant. Et ça, c'est en allant dans le menu Calque, Objet dynamique, Nouvel objet dynamique par copier. Bon, jusque-là, ça va, vous suivez? Vous êtes dans le PSD Oui, l'autre on l'a jeté. Est-ce que tu as un seul calque, objet dynamique, dans le PSD? Mais tu jettes celui du dessus, parce qu'il a été dupliqué de la mauvaise manière. On n'arrive pas à rendre le contenu du dessus négatif sans que ça le fasse aussi en dessous. Parce qu'en fait, c'est une instance. C'est des occurrences de la même chose. Il faut arriver à faire le duplicata de l'objet dynamique d'en dessous et faire quelque chose qui soit indépendant. Et pour faire ça, menu calque, objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier. Voilà. On a l'impression d'avoir la même chose que tout à l'heure, sauf que quand je double-clique sur cet objet dynamique, j'ai donc le PSB qui s'ouvre, le contenu. Je le transforme en négatif. J'enregistre, fichier enregistré. Ça n'a modifié que le dessus. J'ai bien créé un objet dynamique, une copie complètement indépendante de son original. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est intéressant. Vous savez maintenant qu'il y a deux manières de dupliquer un objet dynamique. Faire en sorte que quand on modifie n'importe lequel d'entre eux, ils se modifient tous. C'est quand on les duplique en les amenant sur le bloc de feuilles. Ou faire en sorte qu'ils soient complètement indépendants, l'un de l'autre. C'est en allant dans calque, calque objet dynamique, nouvel objet dynamique par copier. Donc les deux sont bons. Il n'y en a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de ce qu'on veut faire.